Vous écoutez La Voix de la jeunesse sur Étincelle Radio, la voix des jeunes pour le renouveau démocratique. Le legs de W.E.B. Dubois par Paul Robson. Quand je rassemble mes souvenirs, la première chose qui me vient à l'esprit au sujet du docteur Dubois est la fierté que je ressentais devant son érudition et l'autorité dont il jouissait dans les nombreux domaines de travail et d'écriture. Au secondaire et au collège, nos enseignants nous conseillaient les ouvrages de référence qui étaient la norme à cette époque, touchant à la sociologie, les relations raciales, l'Afrique et les affaires mondiales. Je me souviens de la grande fierté que j'ai ressentie lorsque ces livres et ces articles se sont avérés être ceux du docteur Dubois. Et je les ai souvent prêtés à mes collègues étudiants qui eux aussi étaient très impressionnés par l'autorité universellement reconnue et respectée de l'homme. En tant qu'étudiants noirs, nous sommes devenus membres de l'Association nationale pour l'avancement des personnes de couleur, NAACP, que le docteur Dubois avait contribué à organiser et à bâtir. Nous lisions religieusement La Crise, dont il a été le rédacteur en chef pendant si longtemps, et dans lequel il écrivait de façon limpide, constructive et militante au sujet des problèmes complexes de la scène américaine, de la question noire, de l'Afrique et des affaires mondiales. Il a appelé le peuple américain, et en particulier tout le mouvement syndical, à bien saisir la nécessité de l'unité dans la lutte des masses laborieuses, y compris les Noirs, pour un niveau de vie décent. Pour nous, le docteur Dubois était notre professeur, le docteur, le doyen, et nous en parlions avec le plus grand respect, prêtant une oreille attentive à toutes ses déclarations. Nous l'avons suivi en grand nombre avec fierté, marchant le long de la 5e avenue à New York dans les manifestations du NAACP pour les droits civils. Le docteur Dubois a parlé, écrit et marché pour les droits civils. Il exigeait une citoyenneté de première classe pour tous les Américains, une pleine égalité d'opportunités, de dignité et de droits juridiques pour nous tous. Il prêtait un intérêt et une attention universelle à notre histoire noire, à notre riche patrimoine africain, pour que les bases de notre lutte soient des plus solides. Tout cela s'est passé il y a de très nombreuses années, bien avant que je ne termine mes études collégiales en 1919. Notre bon docteur, ce grand homme, comprenait notre situation, notre monde, et sa voix parfois isolée retentissait néanmoins comme un clairon pour annoncer l'urgente nécessité de changement. Le docteur Dubois était un distingué historien, aussi bien qu'un scientifique social. Souvent, nous discutions de la richesse et de la beauté de notre héritage folklorique, en particulier la musique noire qu'il aimait et trouvait très émouvante. Il soulignait souvent l'importance de cette contribution spéciale à la culture américaine. Nous avions des discussions intéressantes sur la ressemblance entre notre musique folklorique noire et les nombreuses autres musiques folkloriques du monde. Non seulement notre professeur était-il un grand universitaire reconnu, il était aussi le plus distingué de nos hommes d'État. Sa connaissance des affaires mondiales, sa création du Congrès panafricain, son travail continu dans plusieurs capitales du monde pour l'indépendance africaine ont fait de lui un homme grandement connu et respecté à l'étranger et aimé en Afrique. Son livre, The World and Africa, a été un des premiers livres importants sur l'Afrique moderne d'après-guerre et a contribué à faire la lumière et à attirer l'attention sur l'exploitation continue de l'Afrique par le monde libre. En tant que membre du Conseil des affaires africaines, nous nous sommes sentis fiers et fortunés lorsque le docteur Dubois a décidé de se joindre à notre organisation en tant que président en 1949. Ses connaissances, son expérience et sa sagesse, ainsi que le travail du très qualifié et dévoué secrétaire exécutif de l'organisation, le docteur Alpheus Hunton, nous ont permis de faire certaines précieuses contributions à la lutte du peuple africain, en particulier en Afrique du Sud. Il y a 15 ans, lorsque nous avons fondé le quotidien noir Freedom, dont le très compétent rédacteur en chef était notre ami et collègue le regretté Louis Burnham, le docteur Dubois était l'un de nos plus fidèles et brillants contributeurs. Ses articles clairs, directs et informatifs sur l'Afrique, sur le noir en Amérique, sur la situation mondiale en changement, donnaient un prestige plus grand à notre publication. Être associé, discuter et travailler avec ce grand homme était toujours très gratifiant.
Comme résultat sans doute de sa recherche et de son travail en sociologie, son étroite observation de l'histoire et de la vie sociale américaine, de son vif intérêt continu pour l'Afrique et pour les affaires internationales, le docteur Dubois est devenu un grand supporter du socialisme en tant que mode de vie. Il a suivi avec compréhension et appréciation l'émergence de l'Union soviétique et s'est fait des amis de par le monde socialiste. Il appréciait non seulement leur rejet du racisme, mais aussi en tant que scientifique social, leur intérêt constructif et pratique et leur activité gouvernementale concrète pour le bien-être de la vaste majorité du peuple. Le docteur Dubois a dit à maintes reprises qu'il croyait que la Révolution d'octobre de 1917 représentait le moment décisif de l'histoire moderne et avait joué un rôle de la plus haute importance dans le façonnement d'un monde nouveau qui voyait l'émergence de nombreuses autres terres socialistes. C'est donc conformément à cette logique et dans un geste profondément émouvant qu'en 1961, ayant bien saisi la situation mondiale, le docteur Dubois est devenu membre du Parti communiste des États-Unis et plus tard un citoyen accueilli et honoré du Ghana en son Afrique bien-aimée. Il a suivi avec beaucoup de souci les luttes pour l'indépendance des diverses parties de l'Afrique. Il savait que ces luttes devaient être remportées pour que l'Afrique et le peuple africain puissent développer leur immense potentiel. Sa vive intelligence, son éducation exhaustive et son passé académique n'empêchaient pas le docteur Dubois d'être un être humain, terre à terre, doté d'un esprit vif et charmant, d'un bon sens de l'humour teinté d'espièglerie, ni de profiter pleinement de la vie. Je me souviens en particulier de son éclat de rire enjoué et spontané. Je me souviens aussi d'un merveilleux souper de l'Action de grâce chez lui, à Grace Court, à Brooklyn. Il y a cela environ 10 ans. Il avait invité des gens des Nations Unies, sachant qu'ils avaient entendu parler de l'Action de grâce et avaient lu des choses à son sujet, mais n'avaient pas d'expérience directe pour bien comprendre ce congé américain spécial. Nous avons donc eu droit à un repas et à une soirée de l'Action de grâce aussi authentique que lui et sa conjointe Shirley avaient pu organiser. Le bon docteur faisait preuve comme hôte d'esprit et d'entrain dans ses patientes explications de l'événement, de la dinde à la sauce au canneberge à la tarte à la citrouille, en passant par les débuts de l'histoire américaine. Suite à ce délicieux repas, au moment du café et du brandy, devant le feu de foyer du spacieux salon, il nous a entretenus de Frédéric Douglass, le portrait dominant, la cheminée, et de sa place dans l'histoire américaine. C'est là un heureux et précieux souvenir. Je me souviens très bien également de la campagne politique du docteur Dubois lorsqu'il a été candidat du Parti du travail américain de New York pour un siège au Sénat américain. Dans le tohu-bohu habituel des campagnes politiques américaines, le docteur Dubois a toujours conservé son calme et sa dignité. Il ne participait pas aux basses manœuvres d'attaque et d'injures, mais discutait des vraies questions à l'aide du discours, d'où il brillait par sa vive intelligence et son humour tranchant. Nous étions tous inquiets qu'un homme de son âge, il avait alors 82 ans et semblait fragile, puisse résister au rythme éreintant d'une telle campagne. Mais le docteur Dubois prenait soin de sa santé avec intelligence, comme pour tout ce qu'il entreprenait. Par exemple, si les organisateurs fixaient à 22 heures une réunion où il serait l'orateur, il la limitait à une demi-heure et peu importe l'état imprévisible de la réunion, à 22 heures pile, le docteur Dubois montait sur le podium, livrait un discours brillant d'une demi-heure, se reposait un peu et quittait les lieux. À mesure que le docteur Dubois observait et comprenait les événements mondiaux, il reconnaissait la question de la paix comme l'une des plus importantes questions de l'ère nucléaire. Ainsi, d'une façon typique chez lui, il devint associé à tous les mouvements pour la paix dans le monde et œuvra activement à la paix. En 1949, il fut nommé président du Centre d'information pour la paix ici et au pays et plus tard a été accusé, jugé et acquitté pour son rôle dirigeant dans le travail pour la paix. Lorsque le docteur Dubois et Shirley sont venus à Londres en 1958, nous vivions dans un appartement à Maida Vale. Peu après leur arrivée, Eslanda et moi sommes allés à Moscou pour une longue visite de ce pays et nous avons prêté notre logis aux Dubois. Nous étions heureux d'apprendre qu'ils avaient trouvé leur séjour très plaisant et que nous avions ainsi contribué à mettre un peu de confort dans leur visite à Londres. Après leur départ, nous avons pensé mettre une inscription sur la porte « Le docteur Dubois a dormi ici ».
the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. It's you must go and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valley's hushed and wide with snow. It's I'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. But when ye come and all the flowers are dying, if I'm dead, as dead I well may be, ye'll come and find the place where I am lying, and kneel and say, and I'll be there for me. And I shall hear, though soft you tread above me, and all my grave will warmer, sweeter be. For you will bend and tell me that you love me, and I shall sleep in peace until you come to me. Mon dernier souvenir du docteur Dubois est à Londres en 1962, dans des circonstances moins heureuses. Le docteur, qui avait alors 94 ans, était gravement malade et s'était retrouvé à Londres pour une grave opération. Il était faible et fatigué, et nous nous demandions avec inquiétude s'il allait survivre à l'épreuve. À ce moment-là, j'étais moi-même patient dans une maison de repos à Londres et je me sentais à la fois attristé et impuissant devant l'état de santé du docteur. Ainsi, lorsque mon épouse, qui lui rendait souvent visite à l'hôpital, m'a appris qu'il voulait absolument me voir et avait demandé spécifiquement à me voir, je me suis levé et je me suis rendu à l'hôpital de l'Université de Londres où nous avons passé du temps ensemble. Malgré son état de santé précaire, il m'a parlé du travail qu'il consacrait à l'Encyclopédia Africana. Nous avons aussi discuté des développements de la révolte des Noirs chez nous en Amérique, de la puissance et de l'influence du monde socialiste et du merveilleux réveil du peuple africain. Je lui ai rendu à nouveau visite à l'hôpital et j'ai été enchanté et soulagé d'apprendre qu'il semblait, de façon presque miraculeuse, avoir retrouvé la santé. C'était en août 1962. Alors que je séjournais en proie à la maladie à la maison de repos de Londres, le docteur Dubois s'est rétabli de son intervention. Il a eu la force de se lever et de voyager avec Shirley en Suisse, où il s'est reposé au soleil. Il est allé à Pékin pour assister à la célébration d'octobre, à Moscou pour la célébration de novembre, et du retour à Londres, à la fin du mois de novembre, le docteur Dubois m'a rendu visite à la maison de repos. Il m'a fait un compte-rendu fascinant de son voyage et de ses expériences qu'il avait grandement apprécié. C'est la dernière fois que je l'ai vu.
Lui et Shirley se sont rendus au Ghana, où on lui avait réservé un accueil des plus chaleureux. Mes souvenirs les plus précieux du docteur Dubois sont liés à la force et au côté pratique de son intelligence, à son courage et à son intégrité intellectuelle, à sa lucidité face au monde et à notre place dans ce monde, ce qui a aussi élevé notre propre conscience. Sa grande influence sur la pensée américaine et sur la pensée des Noirs restera à jamais inestimable. Nous l'admirons, nous le respectons, nous l'apprécions et nous le suivons parce qu'il était transparent et direct, parce que son militantisme était fondé sur une force et un courage des plus combatifs qui lui venaient d'une grande connaissance, d'une immense sagesse et de l'expérience. Je me souviens aussi de sa grande bonté. Le docteur Dubois était et est, dans le sens le plus profond, un leader américain, un leader noir, un leader mondial. The Song of the Smoke by W.E.B. Du Bois. I am the Smoke King. I am black. I am swinging in the sky. I am ringing worlds awry. I am the thought of throbbing mills. I am the soul of the soul toe kills. Wraith of ripple in trading reels. Up I'm curling from the sod. I am whirling home to God. I am the Smoke King. I am black. I am the Smoke King. I am black. I am wreathing broken hearts. I am sheathing love light's darts. Inspiration of iron times, wetting the toll of tolling climes, shedding the blood of bloodless crimes, lurid luring mid the blue, toward towering toward the true. I am the Smoke King. I am black. I am the Smoke King. I am black. I am darkening with song. I am hearkening to wrong. I will be black as blackness can. The blacker the mantle, the mightier the man. For blackness was ancient ere whiteness began. I am daubing God in night. I am swabbing hell in white. I am the Smoke King. I am black. I am the Smoke King. I am black. I am cursing ruddy morn. I am hearsing hearts unborn. Souls unto me are stars in the night. I whiten my black men. I blacken my white. What's the hue of a hide to a man in his might? Hell, great, gritty, grimy hands. Sweet Christ, pity tolling lands. I am the Smoke King. I am black. Ceci met fin à l'émission d'aujourd'hui. Revenez-nous pour la prochaine diffusion. Le plus simple, c'est de nous suivre sur notre page Facebook. Vous la trouverez sous le nom de Jeunes pour le renouveau démocratique. Allez aimer notre page, nos publications et surtout diffusez nos émissions parmi vos camarades, vos amis, vos connaissances. Vous pouvez aussi nous joindre par courriel au ydr.jrd@gmail.com. Au revoir, à bientôt. Étincelle Radio est un balado produit par les jeunes pour le renouveau démocratique. Toutes nos émissions sont libres de droit et à but éducatif. Les chansons que nous utilisons dans nos émissions sont utilisées en suivant le principe de l'utilisation équitable, fair dealing ou aussi fair use.